Alors, nous sommes maintenant prêts à reconnaître le prochain intervenant. Et au nom du troisième groupe d'opposition, je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. Alors, le budget 2024 du gouvernement déposé mardi annonce un déficit impressionnant de 11 milliards de dollars. J'aimerais tout de suite mettre une chose au clair, c'est qu'il y a des moments dans la vie politique nationale, la vie politique du Québec, où il faut s'élever au-dessus des considérations partisanes. Et sur la cote de crédit du Québec, c'est un de ces moments, Monsieur le Président. La cote de crédit n'est pas évaluée sur un moment précis, ce n'est pas une photo à un moment précis. Par exemple, le dépôt d'un budget par un gouvernement, elle évalue globalement la cote, la réputation internationale, la capacité d'emprunt du Québec sur le long terme. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas, ici, dans cette Chambre, contribuer à l'inquiétude des marchés en parlant de ça, donc nous-mêmes, là, en disant que là, il y a des drapeaux rouges puis il y a des drapeaux jaunes. Il faut que, globalement, nous soyons là pour soutenir la réputation et la crédibilité internationale de l'État du Québec. Personne ne veut donner des raisons aux agences de cotation de douter de cette crédibilité-là. Cela étant dit, il n'y a aucune raison non plus de se réjouir du budget qui a été présenté hier. Autant d'ovations, autant de pouces levés, autant de sourires alors qu'on annonce ce déficit. C'est un petit peu surprenant. Le déficit est une conséquence de certains facteurs. Le premier facteur, ce sont les choix politiques qui ont été effectués par ce gouvernement dans sa première année de pouvoir, de ce mandat, mais aussi dans les 5 années de son mandat depuis son élection en 2018. Et un de ces choix-là qui a été effectué l'année dernière, c'est de priver l'État québécois de sommes vraiment importantes, de 1,7 milliard de dollars par année, avec des baisses d'impôts qui ont surtout profité aux citoyens, aux citoyennes les mieux nantis du Québec. Des baisses d'impôts qui avaient des effets considérables pour des foyers avec des revenus de 200 000 $, mais des effets très minimes ou à peu près inexistants pour, par exemple, une femme monoparentale qui gagne 60 000 $. Ça, c'est un choix politique. Et le choix est effectué en disant aux Québécois, les yeux dans les yeux, il n'y aura pas d'impact sur les services, puis il n'y aura pas d'impact sur le déficit. Et aujourd'hui, voyez où on se retrouve un an plus tard. D'autres choix ont été effectués. D'envoyer des chèques, encore une fois, à des personnes parmi les mieux nantis de notre société. Envoyer des chèques de 500 $ à des gens qui gagnent 100 000 $ par année, c'est un choix politique et ça a coûté cher au Québec. Le gouvernement s'est présenté en disant qu'il allait mettre fin à l'incorporation des médecins, qu'il allait revoir la question de la rémunération des médecins. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement a choisi d'avoir une politique de généreux cadeaux fiscaux pour des grandes multinationales qui ont même des impacts sur nos PME québécoises. Ça aussi, c'est un choix politique qui prive l'État de plusieurs ressources. Et nous, on l'avait dit, ça va finir par avoir un impact. On le voit, cet impact-là. Il y a des enjeux aussi relativement à la capacité de planification de ce gouvernement. Comment se fait-il qu'à l'automne dernier, à l'automne 2023, on parlait d'un déficit qui pourrait tourner autour de 4 milliards et là qu'on est rendu à 11 milliards quelques mois plus tard? On peut faire la même chose quand on compare les prévisions du dernier exercice budgétaire avec l'exercice budgétaire d'aujourd'hui. Alors, c'est sûr que ça ne lance pas des bons signaux sur la capacité du Québec de bien planifier et la capacité du gouvernement de faire les bons choix. Un autre de ces choix, un autre de ces problèmes de planification, là, ici, c'est les deux, c'est qu'on est entré dans une grande phase de négociation avec le secteur public en déposant des offres qui avaient pour effet, au départ, d'appauvrir les travailleurs de l'État. Et puis là, après ça, on est obligé de hausser l'offre, bien sûr, pour arriver avec quelque chose de raisonnable. Et après ça, on dit ça coûte cher, puis bien, c'est un peu la faute des travailleurs de l'État. Ce n'est pas ça. C'est encore une fois un enjeu de choix politique et c'est un enjeu de planification. Donc, ça, c'est des milliards de dollars dans l'exercice budgétaire. Un autre choix qui est extrêmement coûteux, et nous, on veut encore le souligner parce qu'il faut être honnête là-dessus, un choix qui coûte cher au Québec, c'est celui de demeurer dans le Canada. Le déficit, actuellement, il est le résultat donc de ce manque de planification puis des choix du gouvernement, mais il est aussi le résultat d'un problème structurel qui fait en sorte qu'on assume des missions fondamentales de l'État, qu'on est en première ligne ici au Québec, imputable devant les citoyennes et les citoyens,
Et il y a une partie importante de nos impôts, de nos taxes qui va à Ottawa, où des choix qui ne sont pas dans l'intérêt du Québec sont effectués, et ça nous coûte cher. Le budget ne le dit pas, mais le ver dans la pomme des finances publiques du Québec, c'est le fédéralisme. Avant qu'il n'obtienne le pouvoir en 2015, le gouvernement actuel, la Coalition Avenir Québec, promettait d'aller chercher des gros gains. On va aller chercher 15 milliards de dollars à chaque année. On est rendu en 2024, donc après toutes ces années-là, y compris presque 6 ans de pouvoir de la Coalition Avenir Québec, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune des 21 réclamations qui ont trouvé une réponse et les gains financiers ne sont pas au rendez-vous. Le gouvernement demande 1 milliard pour les demandeurs d'asile, une question qui fait les manchettes depuis longtemps. On a eu 100 millions. 900 millions, Monsieur le Président. C'est un manque à gagner de 900 millions dans nos finances publiques. Ça devrait apparaître dans le budget. Le gouvernement a réclamé 6 milliards en santé. C'est les dépenses du Québec, là. C'est ça le montant équitable qu'on devrait avoir. On a eu 1 milliard. Un autre manque à gagner de 5 milliards à peine évoqué dans le budget. Le gouvernement attend toujours son droit de retrait avec compensation, valeur de 3 milliards de dollars pour le programme dentaire. Pas évoqué dans le budget. Depuis 1998, on attend un remboursement prévu pour la crise du verglas. Ça commence à faire longtemps. 480 millions. On attend toujours le demi-milliard en gain d'efficacité avec un rapport d'impôt unique au Québec. Refus du fédéral, non budgété, ça non plus. Le gouvernement aussi, c'est drôle, on ne l'entend plus parler du point d'impôt que la Coalition Avenir Québec voulait récupérer. C'est plusieurs milliards de dollars, ça, Monsieur le Président. Alors, sans compter les budgets en culture, en infrastructure, où on laisse des centaines de millions à Ottawa, on est déjà rendu à 14 milliards en manque en gagné et on pourrait continuer encore longtemps là-dessus, Monsieur le Président. Donc, dans le prochain budget, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement soit honnête avec les Québécois et les Québécoises, puis qu'il chiffre la part du déficit qui est attribuable au refus du gouvernement fédéral de répondre aux demandes du gouvernement du Québec. Là, on est pris, comme ça va probablement être le cas demain, à se mettre à genoux puis à quémander des miettes à Ottawa, et le résultat est toujours le même depuis longtemps. Il faut en tirer des conclusions. Nous, on en tire des conclusions, Monsieur le Président. C'est l'indépendance du Québec que ça nous prend pour des raisons politiques et pour des raisons financières. Le fédéralisme, donc, c'est un coût important. Et dans le document sur les finances d'un Québec souverain qu'on a présenté il n'y a pas longtemps, on prévoit le rapatriement des plus importantes sommes qu'on puisse imaginer, 82 milliards de dollars qu'on rapatrierait au Québec et qu'on pourrait gérer selon les intérêts du Québec. Bon, la solution du premier ministre, elle est autre, mais là, ça veut dire que demain, il y a une rencontre, puis sur tous les sujets dont on vient de parler, il y a une obligation de résultat. Il y a une obligation d'arriver avec les sommes qui doivent revenir au Québec, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. En fait, ça n'a jamais été le cas. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler d'un sujet dont on ne peut parler, et c'est celui de la justice. C'est un peu dommage qu'on n'en ait pas parlé, Monsieur le Président, parce que c'est l'une des missions fondamentales de l'État aussi. L'État de droit, c'est le socle sur lequel reposent toutes les autres missions de l'État, y compris l'éducation, la santé, la sécurité publique, etc. Et j'aimerais d'abord saluer que le gouvernement a prévu une augmentation des sommes qui sont prévues pour les victimes d'actes criminels. Et ça, il faut le saluer, c'est une bonne décision du gouvernement. Mais en même temps, en justice, on diminue les investissements en immobilisation, notamment en immobilisation informatique. Et le milieu de la justice l'a beaucoup dit, notre secteur de la justice, c'est vétuste. Il faut vraiment faire un pas de géant ou des pas de géant en matière d'informatisation. Et là, malheureusement, on réduit les sommes qui sont prévues pour ça. Également, on diminue les dépenses accordées à la direction des poursuites civiles et pénales. Le budget passe de 227,4 millions à 218,6 millions. Je n'ai pas vu les justifications de cette diminution. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui le justifie, parce qu'on est à un moment où on a besoin de plus de ressources pour notre direction des poursuites civiles et pénales, notamment dans le dossier des délais pour les dossiers criminels. Hausse minime, donc, pour l'administration de la justice, 2,9 %, c'est inférieur à l'inflation. Ça veut dire que les ressources en justice vont manquer. Ça va faire en sorte que ça va être difficile de résoudre le problème des délais en justice criminelle.
bonne chance aussi pour résoudre le problème du recrutement et de la rétention des procureurs. Une autre mission fondamentale où on aurait une marge de manœuvre pas mal différente si le Québec était indépendant. Également, en matière régionale, on avait promis 470 millions pour les cœurs des villes et villages, seulement 50 millions dans le budget. Là-dessus, il aurait fallu être franc avec les administrations municipales au lieu de leur promettre la lune. Même chose, les organismes communautaires attendaient des montants importants pour réussir leur mission en région. Même constat, il n'y a pas grand-chose dans le budget. Logement, on a vu aussi le manque d'ambition du gouvernement. Puis ça, c'est à la suite d'un projet de loi qui a fait mal dans le secteur de l'habitation. Alerte de divulgateurs, ce n'est pas ce budget-là qui va régler la question de la crise du logement. J'aimerais terminer, s'il me reste un peu de temps, Monsieur le Président, avec ma région, celle de Québec. Là aussi, je voudrais quand même souligner qu'il y a des éléments intéressants dans le budget et dans le programme québécois d'infrastructure. La phase 4 de la promenade Samuel de Champlain semble être en marche, rénovation du palais de justice de Québec, les écoles, rénovation d'écoles, c'est bien. Mais là, c'est le réflexe Québec qui est préoccupant, en fait, ou l'absence de réflexe Québec. 25 ans de croissance économique soutenue ici, dans la région de la capitale nationale, notamment parce qu'on est capable de mobiliser du capital social, qu'on est capable de mobiliser les acteurs. Et là, on ne semble plus être capable de le faire. Le projet phare du gouvernement ici, le projet de transport collectif structurant, est encore dans le programme québécois d'infrastructure, mais maintenant, c'est une note de bas de page. Ça ne semble pas être un bon signal quand on ajoute ça avec la diminution des sommes octroyées à la Commission de la capitale nationale. Ce n'est pas encore les signaux qu'on attendait pour notre capitale. Et là, encore une fois, le choix de l'indépendance, Monsieur le Président, c'est ça qui nous rendrait vraiment ambitieux pour la capitale nationale, en faire une capitale internationale. En terminant, Monsieur le Président, je dépose une motion de grief. Je présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement pour son budget 2024-25, qui ne chiffre pas le coût financier associé au refus du Canada face aux demandes financières légitimes du Québec. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député de Jean Talon. Et votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.